Merci de m'avoir invité. Donc, effectivement, je vais vous parler de la pollution aux particules fines. En fait, je vais faire un petit état des lieux, et puis après, je vous parlerai un petit peu des travaux dans lesquels je suis impliqué en ce moment et qui portent sur la modélisation de ce potentiel oxydant. J'en parlerai un peu à la fin. C'est vraiment en cours. Il n'y a pas encore beaucoup de résultats. J'essaierai de vous montrer un peu ce qu'on est en train de faire. Alors, donc, le fait qu'on s'intéresse aux particules fines de l'atmosphère, il y a deux principales raisons, hein. Il y en a une parce que ces petites particules, qui sont soit solides, soit liquides dans l'atmosphère, peuvent interagir avec le rayonnement, soit solaire, soit terrestre. Donc, ils vont avoir un impact sur le bilan radiatif de la Terre et donc sur le climat. Mais surtout, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de l'intérêt qu'on a pour ces particules fines à cause de leur impact sur la santé. Et donc, notamment, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails. Là, pour vous parler un peu des impacts sur la santé, je vais vous parler d'un indicateur qui est ce qu'on appelle la mort prématurée, on va dire, et qui est beaucoup utilisé pour communiquer, je dirais. Évidemment, probablement que ça ne couvre pas tous les impacts liés aux particules fines, mais bon, c'est quelque chose qui permet d'estimer un peu l'importance de ce phénomène. Donc, ce qu'on estime, c'est qu'il y a environ 4 millions de morts prématurées dues à la présence de particules fines dans l'atmosphère, enfin dans l'air ambiant, et puis peut-être à peu près la même chose liée à la pollution en air extérieur. Pour vous montrer un peu ce qui se passe au niveau mondial, on va dire, j'ai pris la figure d'un papier récent de Lelyveld, et qui montre que 67% de cette mortalité prématurée se répartit entre 5 pays ou régions, avec une grosse partie qui se trouve en Chine et en Inde, évidemment, et c'est là qu'il y a la plus haute partie de la population. Ce sont des atmosphères très polluées. Et puis après, évidemment, il y a aussi un nombre important de morts prématurées en Europe, et notamment en Europe de l'Est. Donc, ce que vous pouvez voir à gauche, c'est les pourcentages. Et à droite, c'est le nombre de morts prématurées par 1000 personnes dans ces différentes régions, avec l'Amérique du Nord et l'Europe, où ces taux de mortalité sont un peu plus faibles, et des taux plus importants en Chine, en Inde, et beaucoup en Europe de l'Est aussi. Alors, si on regarde la France, j'ai récupéré quelques chiffres associés à plusieurs études. Donc, une étude un peu très connue, assez célèbre, et un chiffre qu'on connaît bien maintenant, c'est les 48 000 morts par an de l'étude AFECOM. Et puis, sinon, j'ai récupéré les chiffres de l'Agence européenne de l'environnement, 33 100 par an, qui correspondraient à l'année 2018, et ceux de l'étude de Lelyveld, une des études de Lelyveld, où les chiffres sont un peu moins importants. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une variabilité de ces chiffres, hein. Ils ne sont pas tous calculés avec les mêmes méthodologies. Il y en a certaines qui prennent en compte la mortalité due aussi à certains gaz, comme l'ozone. Les années concernées ne sont pas toutes les mêmes, donc ça change un peu la donne. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est des chiffres de plusieurs dizaines de milliers de morts prématurées par an associés notamment à la présence de particules fines dans l'atmosphère. Ça a aussi un coût à la société, et donc pour la France, on estime que c'est plusieurs dizaines de milliards. Il me semble qu'on n'était pas loin de 100 milliards dans le rapport du Sénat qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça. Évidemment, il y a une contribution de l'air intérieur qui est aussi importante. Donc, voilà pour les impacts. Alors ensuite, pour voir un peu de quoi on parle, dans le titre précédent, il y avait PM2.5, on parle souvent de PM10. Donc, simplement pour rappeler un peu ce que c'est, PM, c'est Particulate Matter, et X, ça donne le diamètre de ces particules, si on suppose qu'elles sont sphériques. Et donc, la surveillance, elle porte notamment sur les PM10 et les PM2.5. Évidemment, comme ces particules, plus elles sont fines, plus on sait qu'elles pénètrent profondément dans le système respiratoire. Du coup, elles ont un impact plus fort. Donc, on s'intéresse beaucoup aux PM1 depuis plusieurs années et aux particules ultra fines, donc celles qui sont à un diamètre inférieur à 100 nanomètres, qui ne font pas partie de la surveillance opérationnelle, mais qu'on commence un peu à regarder de près. Moi, j'en parlerai pas trop, même si c'est un volet important. Je resterai plutôt sur les fractions un peu plus grossières.
J'ai rajouté nanoparticules parce que dans ma communauté, en tout cas, les nanoparticules, ce sont des particules ultra fines, mais dont l'origine est manufacturée, je dirais. Alors que les particules ultra fines, qui ont des tailles similaires, sont plutôt les particules qui peuvent être, voilà, se former naturellement ou suite à des émissions dues aux activités humaines. Alors ensuite, pour continuer un peu à brosser le paysage, j'ai pris ce tableau là qui est un article qui a été publié dans Encyclopædia Universalis. Donc vous voyez qu'en haut, vous avez la taille des particules qui est indiquée. Hein. Et puis, il est mentionné deux types de particules, c'est très important. Il y a les particules primaires, donc c'est celles qui vont être émises directement soit par les activités humaines, soit de façon naturelle. Donc vous voyez que pour les particules qui sont entre 0,1 micromètre et 1 micromètre, et en fait, on a plutôt des particules qui sont liées à des processus de combustion qui vont être émises et plutôt liées aux activités humaines finalement. Et puis après, il y a des particules qui sont un peu plus grosses en taille, qui sont émises, elles, beaucoup par des activités naturelles. Et puis le second type de particules qui est très important, c'est ce qu'on appelle les particules secondaires, c'est-à-dire qu'elles sont formées dans l'atmosphère à partir des émissions primaires de gaz. Et donc ces gaz vont se condenser et former des particules. Et après, ces petites particules vont aller s'impacter les unes les autres, ce qu'on appelle la coagulation. Et quand elles arrivent dans la gamme de taille entre 0,1 et 1 micromètre, c'est l'endroit où elles ont moins de puits, on va dire. Et donc, c'est là qu'elles vont rester le plus longtemps et qu'on va les trouver le plus. D'ailleurs, vous voyez, si vous voyez les temps de vie, hein, vous voyez que les temps de vie les plus importants, c'est pour cette gamme de taille. Au-dessus, les particules étant plus grosses et donc plus lourdes vont beaucoup se déposer, évidemment. Et puis, les plus fines, elles, vont aller s'impacter ou vont subir la condensation. Et donc, leur taille va venir dans ce mode qu'on appelle le mode d'accumulation. Alors, voilà, donc ça c'était pour rappeler un peu brièvement, je pense que beaucoup d'entre vous connaissez peut-être ça assez bien, mais je pense que ce n'était pas inutile de repréciser les choses. Et donc là maintenant, j'ai récupéré quelques figures pour vous montrer un peu quelles étaient les concentrations auxquelles on était confrontés. Donc notamment, j'ai récupéré des données pour Paris à partir du réseau d'observation AirParif. Donc ce réseau d'observation, il a notamment des stations, dont vous voyez le nom là à gauche, qui mesurent en continu les concentrations de PM2.5. Alors les couleurs qui sont indiquées correspondent au type de stations qui sont concernées. Donc celles qui sont en haut, en vert, sont des stations, on va dire, rurales, hein, donc dans des lieux ruraux, autour de l'agglomération la plus dense de Paris. Et puis ensuite, vous avez en bleu ciel les stations qu'on va appeler périurbaines ou urbaines de fond. Urbaines de fond, ça veut dire qu'elles sont dans l'environnement urbain, mais pas proches de sources de pollution très intenses, comme peuvent l'être les stations de trafic, dont vous comprenez bien qu'elles sont sur le bord des principaux axes de circulation. Donc là, ce qu'on voit, ce qui est reporté, ce sont les concentrations massiques, hein, en microgrammes par mètre cube, annuelles. Donc là, c'est pour l'année 2019, donc c'est mesuré avec des instruments qui sont bien calibrés, qui marchent bien, qu'on appelle des théomes, hein, ça mesure la masse en fait des particules. Et donc vous voyez que les concentrations auxquelles on a affaire varient en fonction de la nature des stations. Et aussi, ce qui est positionné dans cette figure d'AirParif, ce sont les différents seuils qu'on est censé respecter, et notamment celui qui est important, c'est le seuil qui est fixé par l'OMS, qui est de 10 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle pour les PM2.5, dont vous voyez qu'il n'est pas encore atteint pour l'ensemble de ces stations. Bon, ce qui montre que ce problème est un problème évidemment toujours d'actualité. Simplement pour avoir une petite vision quand même de la façon dont ça s'inscrit dans le temps, j'ai aussi récupéré une figure sur un rapport d'AirParif qui montre les concentrations mesurées en moyenne annuelle. Alors en fait, c'est calculé en moyenne sur 3 ans, hein, et c'est pour les stations urbaines de fond, pour vous montrer comment depuis les années 2000, les concentrations de ces particules ont évolué, donc sont plutôt des tendances à la baisse en fait, notamment du fait qu'on fait des efforts pour notamment réduire les émissions des voitures, hein, qui sont une des sources d'émissions principales dans l'agglomération urbaine très dense. Et donc, on est plutôt sur une tendance qui est à la décroissance, mais toujours au-dessus des seuils de
de l'OMS. Pour les stations trafic, évidemment, les valeurs sont plus importantes. Je ne les ai pas reportées ici tout de suite. Ok, alors ensuite, ce qu'on est capable de faire depuis quand même 10-15 ans et de façon de plus en plus automatique, c'est de mesurer la concentration, la spéciation de ces particules, parce que ces particules peuvent être de nature très différente, peuvent avoir des sources différentes, et leur composition est très différente. Et on verra plus tard que, évidemment, c'est un paramètre qui est très important. Donc là, ce que j'ai récupéré, c'est en moyenne annuelle, des mesures qui ont été faites à Gennevilliers avec un appareil qui s'appelle un ACSM, qui peut mesurer certains composants de ces particules, et combiné avec ce qu'on appelle un étalomètre qui mesure, lui, les suies. Donc ça, c'est plutôt sur la fraction fine des particules. Et donc, ce que vous voyez, ce sont ces différentes espèces, donc correspondant à chacune des couleurs. Donc, en vert, c'est la matière organique. Donc, c'est vraiment elle qui domine la concentration sur Paris. Et puis ensuite, vous avez le nitrate d'ammonium, qui est la seconde composante, le sulfate d'ammonium, qui est en rouge, donc de la matière inorganique. Vous avez les suies, qui sont ici en noir. Alors, en gris, c'est autre PM2.5, donc c'est ce qui est un peu indéterminé. Souvent, c'est associé aux poussières, on va dire aux poussières minérales, mais qui peuvent être d'origine naturelle. À Paris, c'est assez rare quand même, et plutôt aux poussières qui sont produites, par exemple, par les revêtements routiers, par l'usure des freins, etc., etc. Et puis, voilà. Donc, ça donne une bonne idée un peu du type, la nature chimique de la composition de ces particules. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris aussi des résultats qui proviennent d'une station qui s'appelle le CIRTA, qui est vers Palaiseau, en fait. Donc, on dit que c'est une station qui est périurbaine. Et là, c'est en moyenne sur 3 années, 2011-2013. Ce que vous voyez là, ce n'est pas les concentrations relatives, ce sont les concentrations en microgrammes par mètre cube. Vous voyez la valeur de 10, qui est la valeur recommandée par l'OMS. Et puis, en fait, ce qui est intéressant dans cette figure, c'est que c'est découpé par saison. Donc, ça montre bien qu'il y a un cycle saisonnier pour ces particules et leur composition. Donc, ça veut dire que les sources ont un cycle saisonnier. Et donc, on retrouve le fait qu'en vert, on a beaucoup de matière organique et qu'ensuite, ce sont plutôt les nitrates qui vont dominer. On voit que l'été est une saison dans laquelle il y a moins de particules fines et que l'hiver est la saison où il y en a le plus. L'hiver, c'est notamment dû au fait qu'on a des situations assez stables. Comme les sols sont froids, ça donne des situations assez stables qui empêchent en partie la dispersion des aérosols. Et aussi, on a des sources spécifiques, comme le chauffage au bois, qui va générer beaucoup de matière organique. Ce qu'on peut voir également, c'est que les suies, là, ici, sont séparées en 2 composantes, c'est-à-dire qu'on est capable avec une certaine incertitude quand même, mais de séparer les 2 composantes liées aux émissions de suie. Et donc, en fait, ce qui est en gris, c'est ce qui provient du trafic automobile, on va dire, c'est fossil fuel. Et ce qui est en marron, c'est ce qu'on appelle c'est le wood burning, donc c'est ce qui correspond au feu domestique, on va dire. Donc voilà, ça vous donne une idée un peu des niveaux et de la nature chimique en fonction de la saison de ces particules. Alors, là, je vous ai montré des concentrations moyennes, c'est important. Alors, on est aussi confronté à des pics de pollution. Donc, j'ai voulu vous montrer 2 exemples. J'ai tiré ça d'un rapport qui a été fait par l'INERIS en lien avec son réseau CARA, qui est un réseau de stations qui mesure justement la composition de ces aérosols. Donc, il y a 2 cas. Vous avez un cas qui maintenant commence à être des cas assez connus de mars, donc les cas de printemps, où on a un gros événement de pollution aux particules. Quand c'est rouge, c'est que les concentrations sont très fortes, vous voyez. On dépasse les 50 microgrammes par mètre cube. La carte qui est derrière, là, a été produite par un modèle, je vais en reparler après. Et puis, chacun des points, des petits camemberts qui sont là, ça correspond à des stations de mesure. Donc là, ce ne sont pas les ACSM dont je vous ai parlé qu'on fait les mesures, parce que ça a été fait avec des filtres qui sont analysés après au laboratoire. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est un épisode où là, c'est le nitrate qui domine, le nitrate d'ammonium. Et ça, maintenant, on connaît assez bien. C'est lié aux épandages agricoles, notamment, qui ont lieu au printemps. Donc, ces épandages agricoles qui visent à apporter de l'azote aux plantes sont émetteurs d'ammoniac.
Et cet ammoniac, après, va favoriser la formation de ce nitrate d'ammonium. Et donc, c'est lui qui va dominer au cours de ce type d'événement. Second type de pollution, voilà, c'est un peu les deux grands types d'événements. Alors là, vous voyez, c'est en décembre 2013. Donc, c'est les épisodes de pollution hivernaux, donc dans des situations en général très stables, avec peu de dispersion des polluants. Et là, cette fois, c'est la matière organique qui domine très largement. En fait, c'est même la matière organique primaire, hein, celle qui est directement émise par les sources de pollution, et qui est liée au fait que dans ces situations, on va utiliser notamment du bois pour se chauffer. Donc, ça donne ce type d'émission, et c'est de la matière organique primaire. Donc voilà un peu cette illustration des cas de pics de pollution. C'est vraiment les deux grandes typologies de pics de pollution qu'on retrouve chez nous, bon, et qu'on peut retrouver aussi ailleurs, même en Chine, c'est des choses assez similaires. Ok, donc comme je vous ai dit, les cartes qui sont derrière là sont produites par des modèles. Donc en fait, toutes les données que je vous ai montrées sont beaucoup produites par des observations, hein, qui résultent d'instruments de mesure qui ont été développés pour ça. Et ce qu'on a développé également, ce sont des modèles numériques. Donc je vais vous montrer, ce sont des outils très importants de la surveillance de la qualité de l'air et pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc là, ce que j'ai représenté, ce que j'ai récupéré, c'est une figure qui vous montre un peu sur la France, comment on procède. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que ces modèles qu'on appelle des chemical transport models, hein, des modèles de chimie transport, sont des modèles dans lesquels on va découper les zones d'intérêt en petits parallélépipèdes, en fait. Et au sein de ces parallélépipèdes, on va prendre en compte l'ensemble des processus qui sont importants pour comprendre le bilan de ces polluants. Donc, l'advection, c'est le transport par les masses d'air. Les émissions, voilà, ce sont les émissions de polluants primaires. Après, il faut prendre en compte toute la chimie, hein, je dirais la physico-chimie même, de ces polluants. Et puis, ils vont aussi se déposer au sol. Par exemple, les particules, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les plus lourdes vont aller naturellement sédimenter vers le sol, mais quand il y a de la pluie aussi, elles vont être lessivées de l'atmosphère. Donc, tout ça, en fait, tous ces processus sont représentés par un ensemble d'équations différentielles qu'on va résoudre. Et comme ça, on va comprendre, on va pouvoir calculer les concentrations dans chacune des mailles et leur évolution dans le temps. Pour faire ça, il faut aussi prendre en compte évidemment la météorologie, hein, c'est un paramètre très important, donc on utilise des sorties de modèles météorologiques. Il faut un inventaire d'émissions, évidemment, lié aux différentes activités humaines, mais même aussi aux activités naturelles. Et puis, comme vous voyez que c'est un modèle à air limité, il faut aussi qu'on ait les conditions limites pour être capable de prendre en compte les polluants qui sont transportés à grande distance. Donc ces outils, ces modèles numériques, ils produisent ce genre de carte, vous voyez, une carte de concentration, pour les PM10, en moyenne annuelle sur l'année 2014, sur un domaine où la maille qu'on a prise, elle fait 9 km sur 9 km. Ça commence à être assez fin. Donc, pour représenter précisément une ville, ça ne l'est pas, mais ça commence à être, voilà, c'est à peu près la résolution qu'on utilise dans les modèles un peu opérationnels. On voit là notamment la région parisienne, on voit tout le Benelux, là, hein, qui est une zone très polluée, le rail d'Ouessant, là, avec la pollution liée aux bateaux, la vallée du Pô, qui est un endroit où il y a une grosse activité, une grosse concentration humaine et pas mal d'accumulation due à la situation géographique, hein, l'adossement aux Alpes. Voilà, un certain nombre de caractéristiques. Donc ce modèle nous sert à vérifier qu'on a bien compris ce qui se passe. Hein. Si le modèle n'arrive pas à reproduire les observations, c'est qu'on n'a pas compris. Il nous sert évidemment à surveiller et à faire de la prévision, hein, en temps réel, comme la prévision météo, mais de la prévision de la qualité de l'air. Et puis, il sert aussi à construire et à vérifier des scénarios pour réduire les émissions. Par exemple, je peux essayer de mettre en place un scénario où je vais supposer que j'ai la moitié de mon parc automobile qui est un parc hybride et voir un peu quel impact ça a sur la qualité de l'air. Ça, je vais pouvoir le faire avec un modèle. Ce que je vous ai mis à titre d'illustration, alors, un autre élément, effectivement, là, je vous ai montré les PM10, mais le modèle reproduit la spéciation chimique. Alors, je suis désolé, on ne voit pas très bien la composition, mais c'est la composition chimique pour les PM10 modélisée à différents sites, hein, Aix, Chamonix, Grenoble, où là, en vert encore, on a la matière organique, en rouge, les sulfates, en bleu, les nitrates, etc. etc. Donc, on arrive à reproduire la spéciation chimique de ces particules. On reproduit aussi leur gamme de taille, hein, mais ça, j'en parlerai pas trop. Et donc, ce qu'on fait, c'est que ces modèles, maintenant, sont suffisamment performants et justes
même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je ne vais pas trop parler de validation aujourd'hui, même si j'ai quelques planches à la fin si vous avez des questions, mais voilà, je ne parlerai pas trop d'évaluation, mais on les utilise de façon opérationnelle. Donc voilà le modèle Chimère, qui est le modèle qu'on développe dans la communauté française, qui est utilisé par la plateforme de prévision du ministère Prévert. Et ça, c'était la prévision d'hier pour aujourd'hui en PM10. Donc vous voyez qu'en jaune, on est au-dessus à peu près des 48 microgrammes par mètre cube pour les PM10. Voilà, c'est quand même assez important. C'est plutôt beau aujourd'hui, c'est pas tout à fait étonnant. Quand il fait beau, c'est plutôt des situations stables et plutôt un peu polluées. Donc voilà, ça c'est un peu l'état de l'art, et vous voyez que on s'intéresse beaucoup à ces aérosols et on s'intéresse beaucoup à leur masse. Mais en fait, il y a une communauté qui, depuis plusieurs années, s'est posé la question de savoir si cette masse était finalement un bon indicateur de l'effet sur la santé. Donc là, je rentre plutôt dans votre domaine, je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises, mais la problématique, c'est est-ce que un microgramme par mètre cube d'aérosol qui serait des suies, est-ce que c'est pareil en termes de toxicité que des nitrates? Donc c'est vraiment ça la question qui s'est posée. Et ça, évidemment, c'est important puisque pour mettre en place des bonnes politiques de réduction des émissions qui soient efficaces, c'est important de prendre ça en compte. Donc évidemment, la réponse à cette question, elle est non. Ces différents composants de l'aérosol n'ont pas la même toxicité. Donc il y a une communauté qui a commencé à travailler depuis un moment, finalement, je pense, depuis, je dirais presque 15 ans. Mais d'ailleurs, je pense que peut-être que Madame Marano, qui a fait partie de cette communauté, qui en fait peut-être toujours partie, aura des éléments historiques plus importants. Mais la question, c'était, on a besoin d'un meilleur indicateur pour piloter en fait nos actions de surveillance et de réduction des émissions. Et il y a un indicateur qui est un peu émergé, qui est le potentiel oxydant. Alors, donc, ce potentiel oxydant, c'est quoi? Ça traduit le fait que dans l'organisme, et notamment dans le fluide épithélial, en situation normale, il y a un équilibre entre oxydants et antioxydants. Et les particules fines notamment, mais aussi certains gaz, vont avoir la capacité de modifier ce bilan en amenant ou en produisant. Alors, en amenant, c'est ce qui est indiqué à gauche, il y a un certain nombre d'espèces comme le radical hydroxyde ou l'ozone qui vont directement, éventuellement pénétrer dans le fluide, mais aussi les aérosols. Il y a une fraction de cet aérosol qu'on appelle redox, qui va avoir la capacité de produire des espèces réactives de l'oxygène. Je t'ai ROS ici. Donc là, il y a l'ion superoxyde, le peroxyde d'hydrogène, l'ion hydroxyle, et ces ROS vont aller consommer les antioxydants et éventuellement déséquilibrer le bilan. Donc ça va donner lieu à des phénomènes de stress oxydant et d'inflammation qui ont été identifiés comme étant un des mécanismes importants d'action de ces particules sur la santé. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'essayer de voir un peu si ce potentiel oxydant peut être utilisé pour piloter un peu nos politiques de surveillance et de remédiation à la qualité de l'air. Et donc pour ça, alors je ne rentre pas dans le détail, mais il y a notamment des tests acellulaires qui ont été développés et qui sont assez simples à mettre en place d'un certain point de vue et qui permettent d'avoir accès à ce potentiel oxydant. Donc l'idée, c'est de mesurer la consommation de certains antioxydants ou de proxy antioxydants et c'est cette vitesse de consommation qui va donner un peu ce potentiel oxydant. Donc là, j'ai indiqué le DTT et l'acide ascorbique qui sont vraiment les deux tests qui sont beaucoup utilisés pour les mesures qui sont réalisées actuellement. Et donc, il y a des groupes qui, en fait, disposent des filtres, récupèrent sur ces filtres, d'une part, les aérosols dont ils vont mesurer la spéciation, et d'autre part, ils ont développé ces tests qui leur permettent de mesurer de façon assez efficace et, je dirais, de façon assez peu coûteuse ce potentiel oxydant en parallèle. Et donc, le bilan, ça va être lequel? Alors, j'ai choisi cette figure qui a l'avantage d'être assez récente, qui est un peu compliquée, donc je vais essayer de passer un tout petit peu de temps pour la décrire de façon pas trop mauvaise. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a 5 sites différents. Sur les 4 premiers sites, ce sont les moyennes annuelles, ce sont des contributions relatives, donc en pourcentage finalement.
Là, c'est un site sur lequel on n'a que des mesures en hiver. Et donc, à chaque fois, vous avez la masse des aérosols qui ont été mesurés. Donc, les couleurs correspondent à leur composition. Alors, en fait, c'est leur composition, mais mélangée un peu avec leur source. C'est ça qui est un peu compliqué. Mais grosso modo, pour ces aérosols, on voit que ce qui est rose, c'est la partie, alors très rose, c'est les nitrates et les sulfates. On a le carbone élémentaire qui correspond au suie. Et puis sinon, on a toute la matière organique, soit primaire, qui vient de différentes sources, soit secondaire, ceux qui sont formés dans l'atmosphère. Et puis, on a aussi les contributions qui viennent des poussières minérales ou de ce qu'on appelle aussi la contribution minérale non exhauste, qui vient des freins, etc. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour les différents tests de potentiel oxydant, donc là, vous retrouvez le DTT, l'acide ascorbique, il y en a un autre que je n'ai pas cité, le DCFH. Et donc, on voit quelles sont les sources qui contribuent à ce potentiel oxydant, et on peut la comparer. Alors déjà, on peut les comparer entre eux. On voit qu'ils ne donnent pas tous la même réponse. Donc ça, c'est une vraie question. Comment utiliser ces différents tests alors qu'ils ne donnent pas la même indication. Et puis, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont assez différents de ce que donne la masse. Donc ça, c'est vraiment ça renforce l'idée que il y a une différence très importante entre la masse des PM, sa composition, et les sources qui y contribuent, et celles qui contribuent au potentiel oxydant. Et si ce potentiel oxydant est vraiment le bon proxy pour évaluer la toxicité, on voit que ce n'est pas du tout pareil, et ça a des conséquences très importantes sur les politiques qu'on va mettre en place. Donc, et on voit aussi que cette recherche dans le domaine des potentiels oxydants, il y a encore du boulot. Il n'y a pas de test, en fait, qui est le test de référence qu'on va pouvoir utiliser de façon certaine. Alors, bon, du coup, pourquoi est-ce qu'on veut modéliser ce potentiel oxydant, nous? Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de sites de mesure. On a besoin de faire de la cartographie, donc le modèle, c'est vraiment la bonne solution. On a envie de pouvoir faire de la prévision, et puis on a envie de pouvoir produire des cartographies qui pourront être utilisées, par exemple, pour des études épidémiologiques. Et c'est important, comme je vous l'ai expliqué, pour les politiques de contrôle des émissions, puisque utiliser le PO et la masse des aérosols, ce n'est pas la même chose. Et puis là, je l'ai mis en dernier, mais c'est important quand même, c'est que développer un modèle, c'est toujours un outil supplémentaire qui permet d'aider aussi à la compréhension de la recherche qu'il va y avoir dans le domaine des potentiels oxydants. Alors, moi, je vais vous montrer deux approches qu'on essaye de développer, parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps, donc je n'essaie de pas trop traîner. La première, je l'ai appelée empirique. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre modèle, et en fait, le modèle modélise les concentrations d'aérosols, comme je vous l'ai dit, mais il y a des méthodes qui permettent de simuler aussi les contributions des aérosols. Vous voyez que là, c'est en microgrammes par mètre cube, pour différentes sources d'émissions. Donc là, le trafic routier. Donc ça vous donne un peu les concentrations en PM10 qui sont associées à la source trafic routier. Là, c'est l'agriculture. Donc on est capable de faire ça. Alors, c'est pas si simple que ça. Il y a quand même beaucoup de travail et d'incertitudes associées. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc, ce que vous avez à gauche, ce sont toutes les sources qu'il y a dans le modèle, les différentes sources de pollution. Et puis, ce que vous avez ici, ce sont les sources qui ont été retrouvées à partir des observations de potentiel oxydant. Et vous voyez que là, pour l'acide ascorbique et le DTT, ce qu'on a, ce sont les valeurs de ce potentiel oxydant, en nanomol par minute par microgramme, donc ce qu'on appelle le potentiel oxydant intrinsèque, qu'on a pu associer aux différentes sources. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va prendre ce potentiel oxydant qui a été estimé pour des sources à partir des observations pour le prescrire aux sources dans notre modèle. Enfin, je vais un peu vite, ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça, mais c'est un peu l'idée. On voit encore que pour l'acide ascorbique et pour le DTT, les valeurs des potentiels oxydants pour les mêmes sources ne sont pas les mêmes. C'est une idée qu'il faut bien avoir en tête. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le potentiel oxydant en volume à partir du potentiel oxydant intrinsèque qu'on a obtenu à partir des observations, multiplié par les concentrations simulées pour chaque source par notre modèle. Et donc, ce qu'on obtient, sont des cartes comme celle-là. Donc, ça existe déjà un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Et une fois qu'on a la carte, il y a encore beaucoup de travail parce que il faut comprendre un peu, déjà, il faut évaluer la modélisation qu'on a faite par rapport aux observations. Vous avez dit qu'il n'y en avait pas tant que ça, donc c'est quand même pas si simple. Et puis après, il faut comprendre un peu toutes les incertitudes qu'il y a dans notre chaîne de modélisation. C'est le problème de la modélisation.
c'est que ça permet une bonne couverture spatio-temporelle, mais à chaque étape et chaque hypothèse qu'on fait va introduire des incertitudes. Donc là, il faut vraiment faire une analyse serrée pour bien voir dans les simulations qu'on va produire ce qui est exploitable. Donc ça serait plutôt la méthode empirique. Et la seconde méthode, qui serait plus directe, mais qui est plus compliquée à mettre en place, ce serait de modéliser les composants de l'aérosol. Donc c'est la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Sauf que dans notre modèle, il y a une grosse partie des espèces redox dont je vous ai parlé tout à l'heure qui ne sont pas incluses. Donc en général, il n'y a pas les métaux de transition, cuivre, fer, manganèse, qui sont importants pour le potentiel oxydant. Il faut prendre en compte leur solubilité, c'est évidemment important. Et on n'a pas non plus les quinones, qui sont les produits de dégradation des HAP et qui ont un rôle important aussi dans l'établissement du potentiel oxydant. Donc il faut ajouter ça dans le modèle. Ensuite, il faut le coupler à un modèle de dépôt dans les poumons, en fonction de la classe de taille des particules, elles vont aller se déposer différemment dans le système pulmonaire et dans les poumons. Donc, bon, ça, ce sont des modèles qui existent, mais il faut les coupler. Et puis après, il faut représenter la chimie qui a lieu dans le fluide épithélial, qui correspond au schéma que je vous ai montré tout à l'heure, pour finalement calculer explicitement les bilans d'antioxydants et donc le potentiel oxydant. Donc c'est bien vraiment l'approche explicite. Donc ça, on commence à travailler dessus, mais voilà, on en est encore un peu loin. Et donc là, pour finir, j'ai choisi de vous montrer les équipes qui travaillent là-dessus, donc l'équipe de modélisation du LISA, à laquelle j'appartiens, et puis, très important, l'équipe de l'IGE, qui est une équipe qui mesure les potentiels oxydants et la composition chimique de l'aérosol, qui possède la plus grosse base de données européenne dans ce domaine. Et puis, on travaille avec ceux qui font les mesures sur filtre, donc les collègues de l'INERIS et des ASCA.